Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène scientifique, notamment le phénomène de l'iridescence, et on va essayer de mieux comprendre ce phénomène à travers les écailles de papillons. Euh, Dans cette image, ce fond d'écran que j'ai dessiné, il y a un bol de céréales avec quelques papillons à côté. Sur un seau de cuisine, un carreau, parce que c'est grâce à ces carreaux qu'on va avoir un modèle pour mieux comprendre cet effet de l'iridescence, comme on va voir. Avant de commencer, il faut savoir ou il faut connaître deux façons ou deux moyens d'arranger des carreaux sur un plan. On peut avoir un carrelage périodique. Ça veut dire qu'on peut prendre certaines formes comme des carrés et on peut les tous mettre sur un plan comme ça et sur une petite partie de ce plan. Et ensuite, on peut prendre cette partie et le répartir autant de fois qu'on en a envie sur le plan en entier. Et on peut faire ça à l'infini. À droite, on a un carrelage apériodique. Ça veut dire qu'on peut avoir un plan, un carreau qui dure à l'infini, mais qu'on ne peut pas prendre une petite partie et le répartir autant de fois qu'on en a envie, comme on peut faire à gauche. Parce que chaque région de ce carrelage serait un peu différente des autres régions. Euh, dans l'Antiquité, il y avait un défi entre les mathématiciens pour trouver le moindre montant de carreaux avec lesquels on peut avoir un carrelage apériodique. Et finalement, c'était ce mathématicien que l'on appelle Penrose qui en a trouvé deux carreaux avec lesquels on peut faire ça. C'est celui-là. Il en a trouvé deux. Euh, et voici ces deux formes qu'il a trouvées. Donc, l'iridescence ou l'irisation, parce qu'il y a deux façons d'appeler ce phénomène en français. Donc, ces deux mots veulent dire exactement la même chose. Mais l'iridescence, c'est en gros euh, un changement de couleur en fonction de l'angle d'observation. Chez les insectes, euh, c'est courant qu'on voit un insecte qui produit cette coloration avec des pigments, mais aussi avec des structures nanométriques. Euh, Comme on peut voir dans cet exemple, si on verse de l'isopropanol sur les ailes d'un papillon morpho, d'un papillon de l'espèce morpho, euh, cet isopropanol va inonder toutes ces structures nanométriques sur les ailes de ce papillon. Et grâce à ça, on peut voir la couche de couleur, la couche de pigment à la base de ces ailes de ce papillon. Et ces pigments, c'est le même pigment qu'on peut trouver dans les yeux des êtres humains, surtout si c'est une personne avec les yeux bruns. Donc, pourquoi on a utilisé de l'isopropanol? Parce que l'indice de réfraction de l'isopropanol est, est exactement la même que l'indice de réfraction euh, d'une molécule qu'on appelle la chitine. Et c'est grâce à la chitine qu'on a ces structures nanométriques, parce que c'est la chitine qui compose ou qui crée toutes ces structures nanométriques qui aident à produire cette coloration chez ces insectes. Euh, on va parler un peu de la différence entre la gamme de couleurs affichée par l'iridescence. Euh,
comme on peut voir dans ces deux images, à gauche, on a une guêpe et à droite, on a un papillon. Donc, chez la guêpe, on peut voir que sur sa surface, sur son exosquelette, il y a de nombreuses couleurs, alors que sur la surface de ce papillon est largement bleu de tous ses côtés. Donc, la raison pour cela, c'est parce qu'il y a une différence entre la gamme de couleurs qui est affichée par l'iridescence. Parce que bien sûr, il y a de l'iridescence qui est présent dans tous ces deux insectes. Euh, Parfois, pour certains insectes, l'iridescence ou la coloration de l'insecte euh, peut prendre du temps euh, pour être présent. Par exemple, à gauche, on a un coléoptère qui venait de muer. Euh, Chez les insectes, on appelle le processus de se débarrasser de son exosquelette le processus de muer. Et sur son exosquelette, comme on peut voir à gauche, ce coléoptère exosquelette, a un exosquelette qui est toujours rouge. Et c'est parce que ça prend du temps pour que ces structures nanométriques s'endurcissent. Parce que, comme je vous ai dit, ces structures nanométriques sont composées de la chitine et ça prend du temps pour que cette chitine s'endurcisse. À droite, on a ce même coléoptère avec son exosquelette dur. Comme on peut voir sur sa surface, on peut voir de nombreuses couleurs déjà présentes. Donc, certains papillons ou certains insectes muent avec leur coloration structurelle déjà là, comme on peut voir dans ce papillon morpho. Euh, Ses ailes sont déjà bleues parce qu'il mue avec son coloration déjà présente. Comment les carreaux de rose ont-ils un rapport avec les papillons et plutôt les écailles de papillons? On va découvrir ça. Donc, un petit aperçu de ce qu'on va parler. On va parler en premier de la fabrication de couleurs à travers des pigments et aussi des structures nanométriques. Ensuite, on va parler de pourquoi avoir de l'iridescence et quels sont les avantages, quels sont les désavantages si vous voulez. Et ensuite, on va parler un peu de physique parce qu'à mon avis, il faut comprendre un peu de physique pour avoir une meilleure connaissance de cet effet de l'iridescence. Euh, Voici quelques composantes principales des structures nanométriques. En anglais, on appelle ces structures courantes chez les papillons des lamellae. Je n'ai pas trouvé un équivalent en français parce que parfois, pour certains termes, c'est un peu difficile de trouver un équivalent français-anglais. Mais en anglais, on appelle ça lamellae et c'est un mot qui vient du latin. Donc, c'est déjà un mot au pluriel parce qu'en latin, on utilise AE à la fin d'un mot quand c'est un mot au pluriel. À gauche, on a des lamellae épaisses. Ça peut amener à une réflexion puissante. Par exemple, dans ce papillon, il y a beaucoup de réflexion parce que ses ailes sont largement bleues et il faut beaucoup de réflexion pour que ces ailes puissent avoir cette coloration bleue. Au milieu, on a des perles ovoïdes. On appelle ces perles en anglais ovoid beads. C'est grâce à ces perles qu'il y a certains papillons avec une réflexion de la lumière diffuse. Si on voit une écaille de ce papillon sous un microscope, on peut voir de nombreuses perles sur sa surface. Et euh, sur la surface de ce papillon, il y a une région noire et une région blanche. Et la région noire a une absence de ces perles-là.
alors que dans les régions blanches, il y a beaucoup de ces perles. Donc, pourquoi une lamellae épaisse peut amener à une réflexion puissante et comment on peut comprendre ce phénomène? Euh, on peut trouver peut-être une analogie en observant un lac sur un rivage, depuis un rivage, parce que plus le lac est profond, plus il y aura de la réflexion, parce que plus le lac sera bleu, euh, grâce à une réflexion du ciel, parce que c'est souvent que le ciel est bleu. Et de la même façon, euh, plus les lamellae ont de l'auteur, plus il y aura de la réflexion de la lumière. Donc, dans plusieurs papillons, les lamellae sont responsables de l'iridescence. Euh, une autre analogie, la diffusion de la lumière produite par une surface rougeuse. Donc, on a parlé déjà de ces perles ovoïdes qui aident à diffuser de la couleur sur une surface. Euh, Grâce à ces perles ovoïdes, on a une couleur mate d'un éparpillement de la lumière diffuse. Euh, on peut comprendre ça en observant un mur couvert des petites bulles sur sa surface parce que c'est grâce à ces bulles que de la lumière est diffusée sur sa surface. Donc, il y a quelques moyens courants de produire une couleur blanche. On peut y avoir des perles ovoïdes, mais il y a aussi certains papillons qui incorporent des bulles d'air dans leurs écailles pour avoir cette coloration blanche. Parce que si on prend un verre d'eau et que l'on frappe cette eau avec une fourchette, par exemple, euh, pour qu'il y a, pour que il y ait des petites bulles d'air dans cette eau, c'est grâce à ces bulles d'air que l'eau va devenir un peu blanche. Donc, l'iridescence sert à croire. Quels sont les avantages d'avoir de l'iridescence chez les insectes? Ça peut leur aider à avoir une signalisation entre espèces propres. Parce que, par exemple, la plupart des prédateurs ne voient pas dans la gamme de couleurs cette gamme de couleurs de l'iridescence polarisée. Il y a aussi une iridescence UV qui est non visible aux êtres humains et la plupart des prédateurs des insectes ne voient pas aussi dans cette gamme de lumière. Euh, L'iridescence, c'est un peu paradoxal peut-être, mais l'iridescence peut aussi aider les insectes à avoir un camouflage. Parce que, imaginons, vous êtes dans les forêts de l'Amazonie et souvent, dans les forêts de l'Amazonie, il y a de la lumière sur des feuilles. Et donc, c'est grâce à cette lumière que la surface de ces feuilles est si brillante, est si brillante. Donc, avoir de l'iridescence peut servir aussi comme un camouflage pour aider les insectes à échapper aux prédateurs en coupant leur apparence de leur corps, en clignotant entre des couleurs différentes. C'est un peu comme des zèbres ou c'est un peu comme les zèbres en Afrique parce que chez les zèbres, ils ont une partie noire et une partie blanche. Et c'est grâce à cette coloration euh, que les zèbres coupent un peu l'apparence de leur corps quand ils courent. Voici une autre espèce de papillon que l'on appelle Colophus ruby. C'est du latin. Et c'est un papillon qui se rapproche euh, du papillon morpho, pas en matière de taille, parce que c'est un papillon très petit, mais en matière de la gamme de couleurs qui est affichée par l'iridescence chez ce papillon.
Euh, donc, comment les papillons produisent de la coloration structurelle? On peut commencer un peu par la physique. Donc, dans le domaine de physique, il y a deux façons, deux moyens de produire de la coloration structurelle en utilisant une diffusion cohérente de la lumière, mais on peut aussi utiliser une diffusion incohérente de la lumière. Donc, parmi la diffusion cohérente de la lumière, on a une interférence par une couche mince, on a des cristaux photoniques, on a aussi des réseaux de diffraction. Donc, parmi les cristaux photoniques, on a aussi des structures nanométriques d'un ordre quasi total. Et c'est grâce à ces structures qui peuvent être utilisées d'avoir des couleurs non iridescentes. Euh, de côté de la diffusion incohérente, on peut utiliser cette diffusion pour avoir des couleurs non iridescentes. Une diffusion cohérente, il y a trois moyens différents dont je vous ai parlé. On peut utiliser des réseaux de diffraction, on peut utiliser une interférence par une couche mince et on peut aussi utiliser des cristaux photoniques. Donc, on peut trouver des réseaux de diffraction souvent dans les livres de chimie, par exemple. On peut trouver l'interférence par une couche mince souvent sur la surface des bulles de savon parce que la coloration sur un point sur cette surface, cette boule de savon varie en fonction de à tel point euh, le savon est épaisse à cet point donné, à ce point donné. Euh, pour les cristaux photoniques, il y a beaucoup de petits cristaux dedans ce rocher précieux. Donc, c'est grâce à ces cristaux que ce rocher a sa coloration de l'iridescence. Donc, les carreaux penroses et les papillons. Qu'est-ce qui peut affecter la gamme de couleurs qui est affichée par cette iridescence chez les papillons? Euh, c'est le niveau d'ordre dans les structures nanométriques chez ces papillons. Euh, Par exemple, si on a un ordre à long terme, il y aura plus d'iridescence, comme un carrelage périodique avec des hexagones ou peut-être des carrés. On peut aussi avoir un ordre à court terme et ça peut amener à moins d'iridescence, comme avec un carrelage apériodique. Et en résumé, on a parlé de cette espèce de papillon que l'on appelle Calophrys ruby en latin et également en anglais et en français et dans toutes les langues parce que c'est un nom scientifique. Euh, la basse gamme de couleurs affichée par Calophrys ruby, qui ne varie qu'entre une teinte de verte et de jaune, c'est dû à un ordre quasi total des structures nanométriques. Comme on peut voir dans la deuxième image, il y a certaines régions qui ont de l'ordre, mais dans l'ensemble, à long terme, il n'y a pas vraiment un ordre parce que cette petite partie de l'ordre ne se répète pas euh, à long terme. Donc, voici toutes les sources que j'ai utilisées. Ce sont largement des sources en anglais. Et en fait, j'avais 50 sources, mais je ne pouvais pas les tous mettre ici. Euh, donc, j'ai décidé d'en choisir 6 sources. euh, et voici quelques-unes des sources que j'ai utilisées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like et à commenter dans les commentaires.
À la prochaine.